On continue. J'ai le plaisir de vous présenter Eric Ekaout, qui a été enthousiasmé quand on a su qu'on voulait organiser ce topo, qui travaille à Lausanne et au centre hospitalier vaudois, et qui a beaucoup investi dans cette technique et qui voyage à travers le monde, à travers la France pour nous aider à progresser, qui a une grande expérience et qui va nous expliquer comment vous avez démarré et comment les choses évoluent et faire un peu le point de la situation sur les fuites paraprothétiques. Merci beaucoup. Merci Benoît. Je dois vous féliciter d'abord pour ce que vous avez fait parce que j'étais impressionné déjà par la première session anatomopathologie qu'on apprend toujours. C'est impressionnant. Puis ce crosstalk avec vous, chirurgiens, échographistes, c'est génial. Ça permet vraiment tous les jours d'apprendre. C'est vrai que je vais vous montrer d'abord un peu comment historiquement on a évolué et développé ces techniques. Je pense que je suis assez complémentaire avec notre collègue chirurgien parce que je ne vais pas trop m'attarder sur les résultats des données qui sont disponibles. En plus, on peut discuter de la validité de tout ce que ça vaut, ces données-là. Quelques cas exemples qui vous montrent l'évolution. Et s'il y a du temps, parce que Benoît m'a demandé de parler aussi, dire quelques mots sur l'aorte, sur une présentation un peu séparée. Alors, j'ai des conflits d'intérêts que je vous mentionne qui sont là. C'est vrai que quand je voyage, on a des filles de proctoring, mais qui sont versées à notre institut. On a des fonctionnaires à Lausanne. Et puis, j'ai aussi bien consulté pour Occlutech. Alors, en fait, si on repart dans l'historique, c'est en janvier 2008 qu'on avait affaire à un patient, je me rappelle, un patient assez âgé de 89 ans qui avait une fuite septale mitrale, très symptomatique, très sympa, qui avait des plaintes assez typiques et qui disait qu'il souhaitait qu'on fasse quelque chose. Et puis on s'est lancé, je me rappelle que c'était un mercredi après-midi avec Alain dans cette intervention. Je vais vous montrer, j'ai retrouvé les plaques originales. On n'est pas arrivé à le faire. Et puis en plus, j'ai dit à Alain, il faut que je parte, je dois aller à high-tech en voiture. Et puis je me suis dit le lendemain, il y avait Didier Blanchard, je dis Didier, est-ce que tu me permets que je présente ça? Je trouvais ça tellement particulier. Et puis il m'a dit, mais non, présente-le. Je l'ai présenté à high-tech. Et puis je vous mentionne qu'en effet, on a fait plusieurs cas en plus. Il n'y avait pas du 3D à l'époque. Et puis, j'ai montré les cas. Et puis, c'était bizarre parce que quelques semaines plus tard, même si on n'était pas arrivé, j'ai eu un contact avec des collègues à Avignon qui ont dit, on a un collègue cardiologue en ville qui a une fuite, est-ce que tu veux venir le faire? Je me suis déplacé. Alain n'était pas avec moi tout seul. Heureusement, il y a une petite CIA atypique par laquelle on a passé. On a mis un plug, un PDA. Ne demandez pas comment on a sizé. Ça a marché du premier coup, soi-disant l'expert, mais j'ai fait un cas donc, qui n'avait pas marché. Et puis après, on s'est retrouvé avec, c'était très simple de retrouver Jean-Philippe Collet, on a fait plusieurs cas ensemble. Le premier cas, tu te rappelles, Jean-Philippe, c'est pas génial, notre ponction transeptale, ça n'a pas toujours vraiment été comme il fallait. Mais on a repris la dame quelques mois plus tard, ça a marché, puis je suis retourné plusieurs fois et on a travaillé ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il a commencé à travailler tout seul et ça se passe bien. Alors ça, c'est ce fameux premier cas. En fait, il n'y avait pas tellement de textbook pour trouver comment faire et on s'était dit mais comment va-t-on faire? On s'est dit on va peut-être essayer rétrograde à travers l'aorte et puis là vous voyez clairement que c'est plutôt une compliquée pour commencer, donc c'est une septale et puis on était arrivé à passer, on avait fait un snaring, on avait fait la boucle AV en sachant pas trop à l'époque ce que ça implique comme risque de lésion sur la valve aortique et on avait mis un implant qui n'avait pas tenu en place et on avait repris le patient un peu plus tard. Alors ça, c'est un cas qu'on a fait ensemble avec Jean-Philippe et ça vous montre un peu la difficulté déjà. Donc là, on avait, je ne demandais pas de nouveau comment on faisait, mais on n'avait pas du 3D. Donc le sizing, honnêtement, vous voyez qu'on bloque une ailette et puis simplement en tirant dessus, on a débloqué l'ailette et on avait un bon résultat chez cette patiente. Alors, Alain a eu l'idée de publier, je ne savais pas, Alain me le confirme, que c'est le premier papier, même si c'est un case report, sur le 3D dans les fuites. Donc vous voyez un cas, vous voyez aussi que l'orientation a changé avec le temps, là on n'est plus tellement dans ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais vous voyez ce premier cas et c'est le même patient qu'on avait repris. Donc le 3D est arrivé très rapidement, un peu plus tard, et on a pu reprendre ce premier patient qui en fait n'a pas eu de problème à la suite, qui est mort de vieillesse. Alors cette diapo, simplement pour refléter un petit peu, je ne sais pas comment c'est chez vous les cardiochirurgiens, mais nous
les cardiologues, on devrait avoir un peu moins d'ego, mais cet ego se reflète exactement dans ça. Et quand vous avez des meetings où on parle de fuite paravulaire, chacun pense que la façon dont il fait la meilleure, et chaque fois, quand on a les débats après, les gens tentent de ridiculiser un petit peu la façon de faire. Moi, je pense que simplement ce qui compte, c'est que ça se passe bien, avec le moins de complications possible, et puis qu'à long terme, ça tienne. C'est un petit peu ce qu'on a quand même vu au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui a été les progrès que nous, on a observés? C'est d'abord le 3D. Et puis, vous le savez bien tous, il est essentiel d'avoir un échographiste dédié. Moi, je n'aurais jamais pu développer ces techniques, et puis je ne la fais pas seul. Il y a des gens qui travaillent avec moi à table, sans Alain, parce qu'il faut quelqu'un hors pair qui vous fait des images quantitatives, qualitatives, absolues, qui vous permettent vraiment de quantifier les fuites. Quand on voyage, on a été appelé, par exemple, une fois dans un pays, je vais vous citer lequel, alpin, où en fait ils avaient essayé de fermer un drop-out. Alors un drop-out qui n'était pas une fuite, bien sûr, ça ne va jamais marcher, puis la fuite était complètement ailleurs. Donc il faut vraiment quelqu'un qui a les compétences pour faire ça. Puis c'est vrai que parfois on a voyagé dans des sites où ils ont du 3D, ils ont tout ce qu'il faut, mais il n'y a aucun échographiste qui sait faire du 3D d'une façon adéquate. Et ça existe, je ne vais pas dire dans quel pays c'était. Alors, ce que nous, on a fait, on a développé cette technique un peu standardisée, ce qu'on applique chez nos patients maintenant, et on a plutôt d'avis de faire les choses d'une façon antérograde transseptale, parce que bon, on applique comme ça, puis ça marche pas mal. Alors, c'est vrai qu'un grand progrès était l'agiliste, hein, c'est ce cathéter que vous connaissez peut-être, je vais vous montrer une petite plaque. On a aussi, avec le temps évolué, on utilise les guides TAVI. En avant, on utilisait les guides Boston Implant Superstiff qui ont la zone de transition qui est trop abrupte. Et puis, si vous travaillez sur l'antérograde, comme cette zone est abrupte, si vous n'avez pas assez de backup, il y a tout qui gicle et vous recommencez. Donc, ces guides, moi je préfère le Confida, mais vous pouvez aussi utiliser le Safari de Boston, le Confida de Medtronic. Et plus récemment, le cathéter Destination. Le Destination de Terumo permet, parce que ça il faut quand même dire à Saint-Jude, que parfois on peut essayer de jongler un petit peu entre ce que vous pouvez glisser dans les cathéters TorqueView 1 ou 2 et ce qui vraiment marche et qui passe dedans. Donc avec ces Destinations, on a vu d'abord ils sont cotés, ils glissent beaucoup mieux, et puis vous pouvez adapter la zone du dilatateur. Donc nous on a vu que c'est quelque chose qui est vraiment qui nous a fait progresser, parce que vous pouvez diminuer la taille de votre cathéter, vous pouvez baisser à 6 French si possible. Et bien sûr qu'on apprend en pratiquant, on apprend tous les jours, on a de nouveau appris ce matin. C'est vrai que là je vous montre quelques pays, on a été souvent en France chez vous, mais on a aussi été en Belgique, au Luxembourg, en Suède, à Singapour, en Autriche, en Afrique du Sud et en Suisse, relativement peu en Suisse finalement. Alors je vous montre et je pense que tu te rappelles, Eric, c'était ma première visite à Bichat chez le très connu professeur Vagnan. Cette patiente était en plus une amie proche du professeur. Et puis c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2009, je pense, si je ne me trompe pas, hein, quelque chose comme ça. Et je vous montre, ça illustre vraiment qu'on apprend. Alors, cette dame, on avait mis le plug qui était un PDA. Ça tenait relativement bien. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait certainement pas accepté ce résultat-là parce que la prothèse était instable. Et puis en plus, quand on a largué la prothèse, on voyait que ça bloquait une ailette. Et puis ce qu'on essaie de faire, c'est de débloquer une ailette avec le matériel qui est encore en place à gauche, donc avec le guide de la prothèse. Puis on était arrivé à la déplacer un petit peu et puis à lever un petit peu ce gradient. On a peut-être dû s'arrêter là ou bien de toute façon on l'aurait embolisé. En tout cas, on a poussé un petit peu nos chances. Tout à coup, on s'est retrouvé dans cette situation-là avec une prothèse qui avait embolisé dans le ventricule gauche. Et là, vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de passer, je pense que ça marche, de passer donc, d'attraper l'implant. Et puis en essayant de faire ça, vous voyez qu'on est maintenant à travers la fuite. On a en fait une deuxième complication, on a bloqué l'implant sous la valve aortique, la patiente crachait. Et puis heureusement que là, c'est Dominique Imbert qui a vite ponctionné l'artère avec un guide rigide et repoussé le système. On est arrivé à attraper l'implant, c'était Jean-Michel Julliard, mais vous voyez là que heureusement qu'il y avait
l'expérience d'Alec qui nous dit, mais attendez les amis, là, ça va pas aller. Vous voyez qu'on tire sur le cœur. Et puis cette dame est partie en chirurgie. Donc volontairement, je vous montre nos essais, ce qu'on a appris. C'est un cas qu'on a fait à Sion. Une très grosse fuite avec un implant qui a embolisé dans l'oreille gauche, comme vous voyez. Là, malheureusement, on a pu capter le système et puis on a pu sortir la prothèse. Là, vous le voyez, on a pu sortir la prothèse complètement. Donc, forcément, je vous montre ces cas d'échec pour vous faire comprendre un petit peu comment on a évolué dans le temps. Ça, je vous rappelle plus. C'est vrai que ce qui est certainement un défi pour l'interventionnel, c'est d'arriver à de comprendre ça et puis d'avoir ça en tête. Et puis, ce que vous voyez à l'écran de l'écho, de le transmettre sur ce que vous voyez en radioscopie. Vous savez que maintenant, il y a le système Econavigator, qui est quelque chose qui est extrêmement coûteux. On l'a acheté à Lausanne, ça coûte environ 300 000 €. Presque la honte de dire qu'on ne sait pas l'utiliser, qu'on ne l'utilise pas. Je pense qu'Alain, peut-être qu'il faudra qu'on se mette, mais c'est aussi un investissement pour les générations futures qui viennent. Brièvement, ce papier est récemment un commentaire dans Asia Intervention, un cas où en fait nos collègues asiatiques n'avaient pas du tout jugé correctement la taille de la fuite et puis avaient aussi embolisé leur implant. Alors c'est vrai que les implants que nous on utilise surtout, c'est ceux-là. C'est le plug 3 qui paraît un peu adapté, mais qui passe pas partout. Et le muscler VSD qui est un peu plus difficile à utiliser, je vais vous montrer ça dans des cas exemples qu'il faut quand même faire attention. Il faut vraiment, c'est pas chez tout le monde. Alors, ces prothèses sont là depuis 1 année et demie. On n'a pas d'expérience. Ce qui nous a un peu freiné dans l'utilisation de ces implants, c'est qu'ils nécessitent des introducteurs plus larges. C'est pour ça que le seul papier publié est du transapical, parce que là, vous en foutez un petit peu de la taille de l'introducteur. Alors, comment on fait actuellement? Et puis, je joins aussi ce que dit Benoît. Une salle biplan, c'est génial, parce que ça vous permet vraiment de comprendre mieux, puis de voir les choses. N'oubliez pas de recommencer avec un 3D complet. Nous, on est souvent un peu impatients, mais Alain prend facilement 20 minutes. Et nous, on est là à attendre, on va faire la ponction transrectale, à refaire un bilan. Parce que la situation peut changer. C'est des choses évolutives. Pour vous retrouver avec une fuite qui est plus importante, vous devez peut-être adapter votre stratégie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. On communique, c'est essentiel de communiquer entre l'échographiste et l'interventionnel, vraiment de se comprendre. La transseptale, qui ne peut pas toujours très facile, je vous montre un exemple. Ce que nous, on fait pour toutes les fuites qui sont fines, et on utilise le plug 3, éventuellement en série. Si c'est une longue, on met l'un après l'autre. Si c'est fin, on n'a pas peur de dévisser le premier implant puis de mettre le deuxième à côté. Si c'est très large, on met plusieurs musculaires. Et si c'est vraiment très large, on laisse le premier attaché, puis on va faire une deuxième ponction transseptale pour mettre le deuxième système en place. On n'a pas d'expérience, comme je vous ai mentionné avec l'Occlutech. Et ce que nous, on fait maintenant, c'est qu'on essaye vraiment de viser une fermeture complète. Si vous utilisez le pire, c'est le muscler VSD avec une fermeture incomplète. Vous garantissez quasiment toujours une hémolyse qui peut être parfois mortelle. Parce que simplement, c'est des devices qui sont beaucoup plus rigides et ça induit des hémolyses comme je peux vous en témoigner. Alors, je vous montre un cas. Ce cas, il illustre vraiment un peu tout ce que je vous ai dit et comment on a évolué maintenant au cours du temps. C'est un cas qui est assez récent, avec 3 fuites. On est un peu douteux si on aurait pu faire ce patient d'un coup, mais on se dit on essaye. Un cas, on a maintenant aussi comme vous, je pense, les Heart Team. On a un colloque valve tous les semaines. On a un peu copié ça de vous, en fait, pour tous les TAVI, les clips et les FIT aussi. Il faut qu'il y ait un consentement entre toute l'équipe. Et ce patient était vraiment consenti. Il y avait Mathias Kirsch qui vient de chez vous, hein, qui était dans le colloque qui a dit mais ce patient-là, on ne le reprend pas, il faut que vous essayez de le faire. Là, vous voyez joliment les 3 fuites et ça reflète un petit peu ce qui avait été discuté auparavant. Puis je pense qu'il va aller un peu plus vite aussi parce qu'Alain, tu vas illustrer ce cas pour parler du rôle de l'échographie. Et donc là, vous voyez les 3 fuites dans les 2 plans. Et puis la quantification des fuites. Donc 3 fois des fuites qui se prêtent bien pour les plug 3, comme vous voyez des dimensions qui sont là. Et puis là, la ponction transseptale, nous on utilise le système d'Inoue. Vous savez, vous pouvez acheter séparément le guide et le dilatateur, tout simplement parce que c'est très safe, c'est sûr. Vous ne risquez pas trop de soucis avec ce système.
Et puis vous avez un très bon backup. Vous pouvez éventuellement dilater le septum si c'est nécessaire sur le guide Innovi qui est très rigide. Ça, c'est l'Agilis qu'on utilise, qui est donc un système qui vous permet de vraiment explorer toute la valve aortique autour de la valve, la bioprothèse ou la prothèse mécanique pour vraiment trouver où il faut aller. Quelqu'un a parlé de l'hémodynamique. Dans ce cas précis, vous voyez l'onde V jusqu'à plus que 50. Là, c'est pour moi le plus facile, c'est la fuite latérale. Hein. Vous voyez, et ce que je disais avant, c'est vraiment de se mettre en tête où vous êtes. Là, on sait qu'on est latéral à côté de l'oreillette et puis on passe la fuite avec un thérémo. Très souvent, on utilise les emplaces droites 5 French. Je trouve que c'est assez facile. Ça permet vraiment d'orienter aussi, par exemple, pour les fuites latérales ou les fuites septales. Alors, on passe, on met les guides Confida en place. Et puis là, on va mettre le premier système de plug 3 qui est en place. Là, c'est un plug. Alors, vous savez que parfois les oreillettes gauche sont très larges. Le torque view 1 ne suffit pas. Vous n'avez pas la marge pour travailler. Il y a le torque view 2 qui est beaucoup plus long, mais que si vous l'utilisez, il faut couper. Si vous utilisez un système type musculaire VSD avec le plug 3, le câble là, qui est là est assez long. Donc là, il n'y a pas besoin de couper le torque view. Ce n'est pas très catholique, mais bon, on est obligé de développer des techniques de temps à autre. Là, vous voyez le système en place, la fuite résiduelle qui est pas très importante. On passe sur la deuxième fuite qui est là. Vous voyez aussi qu'on est en biplan. Vous voyez qu'on est postérieur. Et puis là, vous voyez une petite technique qu'on fait. Donc, on descend le tout. Vous avez les torque view, vous avez le guide Terumo droit qui est là. Et en baissant le tout, vous allez amener votre cathéter diagnostique. Il va glisser sous la fuite et puis il va aller vers l'apex. Si ça ne suffit pas, ce qu'on fait, c'est utiliser un guide souple 2,60 m qu'on met à l'apex et puis après on prend un long 1,25 m multipurpose qu'on va boucler à l'apex puis après vous mettez votre Confida. Parce que c'est vrai que si vous êtes en antérograde, le risque bien sûr c'est qu'il faut avoir un bon appui pour amener le système. Alors on va mettre le deuxième système, je vais passer un peu plus vite, qui est en place. Alors la troisième fuite, qui était la rétroarctique un peu plus difficile, on n'arrivait pas même pas à passer avec un 5 French Destination. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'avait pas encore fait, c'est de ballonner à faible pression avec un ballon périphérique. Puis après, on a pu passer, puis on a mis le dernier système. Je ne vais pas dire qu'il faut faire ça au quotidien, mais c'est ce qu'on a dû faire dans ce cas-là. Ça, c'est le résultat. Réduction immédiate de l'onde V, gradient qui n'est pas très important. Un homme de 49 ans, je vous rappelle, mais qui était jugé inopérable. Alors, ça c'est le résultat final. Vous voyez les 3 implants et puis les images là. Alors, juste un cas très rapidement, qui est un cas un peu particulier, parce que c'est un patient qu'on a fait en Afrique du Sud, une dame avec une dextrocardie, une jeune dame qui était aussi jugée inopérable, avec une fuite latérale, donc relativement facile. La difficulté là, c'était, et ça c'est juste un fait divers, c'est comment faire la ponction transeptale chez une dextrocardie avec situs inversus. J'ai appelé aussi Alec Vagnant pour lui demander conseil. J'ai regardé notre textbook. Le textbook dit qu'il faut piquer à gauche et inverser l'écran, mais c'est ce qu'on n'a pas fait. On a juste piqué à gauche, mais on n'a pas inversé l'image. Ça ne sert à rien parce que l'écho vous guide. La difficulté qu'on avait ici, c'était qu'on n'arrivait pas à passer le septum, même avec un ballon périphérique. Parce que l'idée qu'on a eue, c'est qu'on a monté un cathéter guide qu'on a amené jusque-là. Après, on a pris un ballon non compliant coronaire de 5 mm, on a retiré le guiding, puis on a ballonné sur le septum, ça nous a permis de passer. Et là, vous voyez la mise en place du premier système qui est trop large parce qu'il bloquait les lettres, reprise avec un système plus petit. Et puis, comme on avait peur, ici, dans ce cas particulier, de perdre le premier implant, on a fait une deuxième ponction transeptale et on a mis le deuxième système avec un bon résultat et avec, chez cette dame, un très bon résultat. Alors, les autres approchent rapidement. Ce que nous, on ne fait plus, c'est de faire une boucle. Et puis quand on discute avec les gens qui commencent, souvent ils font comme nous on a fait au tout début, ils essaient de faire des boucles et ils essaient d'aller rétroaortique. On pense que c'est probablement pas la bonne chose à faire. Ça c'est une coupe anatomique. Il y avait un cours sur la valve mitrale chez Maizano il y a quelques semaines. Et puis quand j'étais en pathologie, là je voyais ces feuillets, ça fait vraiment peur. Donc on pense qu'il faut vraiment pas faire ça parce qu'on risque de léser et les chirurgiens vont certainement le confirmer. Un exemple d'une ponction transcutanée qui est relativement simple. Alain m'indique simplement où il faut piquer. Il m'indique l'angle avec l'écho. Et puis on pique simplement et on met un Desilet 5 French.
Un petit risque de léser l'IVA, il faut faire attention, il faut regarder éventuellement faire un scanner. On n'a pas eu ce problème. Ça, c'est spécifiquement pour des cas comme celui-là, des cas où vous n'arrivez pas pour des fuites septales à avancer. Et là, vous allez simplement attraper la pointe du guide, faire une boucle, et puis là, vous pouvez travailler beaucoup plus facilement. Et là, on a le système en place avec un guide en backup. Le plug 3 n'était pas bien orienté, et comme on avait le guide qui faisait la boucle, on a de nouveau repris le plug 3, on l'a orienté un peu différemment, puis on a pu mettre le système. Un petit épanchement, comme vous voyez à l'apex, qu'on a dû drainer, et aussi, comme vous voyez, un petit système de PDA à l'apex qui était nécessaire pour fermer notre accès. Alors, on ne l'a pas fait très souvent, on l'a fait 2 fois. Feral Helic en Afrique du Sud, on a fait une vingtaine. Lui, il dit simplement que si c'est difficile en transseptal, en trograde, il fait une ponction transapicale, il fait la boucle, mais il continue à mettre tous les implants d'une façon anterograde. Il ferme la bord apicale par un angiocyle. C'est ce qu'il fait. Il ne l'a pas publié, mais c'est ce qu'il fait. Je m'excuse, j'ai fait un peu plus vite. Alors là, les résultats, c'est une plaque qui vient de toi, Benoît, qui est bien faite et qui vous résume presque toutes les études. Il manque quelques-unes, 2, 3, je vous les mentionnerai. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette plaque? Je pense que les gens publient ce qu'ils veulent. Ils publient leur bon cas. Le décès, ils ne le publient pas. Donc je pense qu'il y a un biais là-dedans qui est inimaginable. On est tous des êtres humains, j'y crois pas trop. Ce qu'on sait, et ça c'est un résumé, ça marche pas mal, mais à long terme, ça ne marche pas très bien. Alors c'est vrai que la présentation chirurgicale était excellente, les résultats paraissent meilleurs, mais je pense que comparer les résultats chirurgicaux avec les résultats percutanés, c'est comparer des pommes et des poires. Je pense que ça n'a pas de sens, c'est probablement pas les mêmes malades. Donc je pense que ce qui compte, c'est plutôt de cibler les patients qui sont de bons candidats chirurgicaux et des patients comme le nôtre, des jeunes patients chez qui une chirurgie ne va pas aller très loin parce que le risque opératoire est majeur. Alors ça, c'est une plaque qui est juste prise de Martin Swan. C'est eux qui ont la plus grande série transapicale. Des Hollandais de Utrecht, ils en ont fait une 60aine. Et en fait, je vais juste vous montrer le résultat. En fait, si vous regardez VARC, ce qui est cette classification académique faite sur les valves, vous voyez qu'on se retrouve avec des résultats qui sont quand même pas très très bons. D'où tout l'intérêt de votre registre, parce qu'on pense que probablement il y a des gens chez qui vous savez prendre plus ou moins d'avance que ça va aller. Vous les connaissez tous. Certains patients, on sait qu'ils reviennent, on sait qu'ils continuent à développer des nouvelles fuites, mais c'est quand même pas très 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 génial. Alors ça c'est important et ça reprend aussi ce qu'on avait dit pour probablement viser une fermeture complète. Vous voyez que là, les patients qui n'étaient pas bien fermés, ils vont pas très bien. Alors ma dernière plaque sur la mitrale, je pense qu'on peut l'arrêter là, c'est qu'on apprend beaucoup. Je vous ai montré forcément avec volontairement ces complications qu'on a eues au début. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de complications maintenant, on en a encore, mais disons, ça fonctionne mieux, on a moins de complications et on apprend, comme je vous dis, tous les jours. Réfléchir comme votre collègue échographiste et vos collègues échographistes doivent réfléchir comme vous. Une symbiose complète entre vous deux, c'est la façon d'avancer et c'est comme ça, mais je pense que je dois beaucoup à Alain. Autrement, je ne serais pas là à vous présenter ces résultats-là. L'autre chose, c'est que ça n'a rien à voir avec les autres techniques. On était en Afrique du Sud chez Feral Helic il y a 3 ans. On a travaillé, on avait 3 cas programmés. Il y en a un des 3 qui a marché. Les cas n'étaient pas bien programmés, on n'avait pas une bonne imagerie, il n'y avait pas des images 3D adéquates. Alain a découvert des déchirures de la valve aortique et ce n'était pas une fuite parvulaire. Donc, mais le médecin là-bas a compris que c'est autre chose. Et maintenant, il fait des fuites d'une façon indépendante. Je vous ai dit, il a fait une série de 20 patients avec de très bons résultats, avec les systèmes Occlutech, pas avec les systèmes de Saint-June. Ça, je vous mentionne, mais je ne vais pas aller dans les détails. Il faut rester ouvert. Je pense que nous, on fait cette approche transseptale, on est convaincus, ça fonctionne bien, mais peut-être qu'on a tort. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste humble et puis on progresse tous ensemble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Eric, c'est impressionnant. Alors Julien Guillard vous le montrera tout à l'heure, nous on est encore chirurgical, mais ça doit être un peu vieux jeu, je pense, en transapicale. Cette ponction transcutanée, transapicale, compte sur les adhérences, j'imagine, pour éviter de saigner. Il n'y a jamais eu de surprise, parce que parfois la plèvre n'est pas forcément Oui, bien sûr. Alors là, pour la première qu'on avait fait, c'était, je pense, en 2012, cette patiente-là. J'avais demandé conseil à 2 écoles américaines, à la Mayo avec Chet Rial et avec Carlos Ruiz de New York. Ruiz a la plus grande expérience, il a une série, je ne sais pas, là, il est pas loin de 100 cas, ce qu'il dit, mais je ne suis pas... Oui, alors c'est ce qu'il dit. Mais, donc Ruiz dit qu'il n'a jamais de soucis. Il y a des patients qui ont plusieurs chirurgies. Les collègues de la Mayo ont 30% de saignement significatif. Et la patiente que j'ai montrée, elle avait en fait une sorte de tamponnade localisée. Il y a l'apex qui était comprimé, comme il y a des adhérences partout. On a mis juste un drain, puis ça a suffi. Mais c'est relativement sûr. Hein. C'est pas très compliqué. Je pense que c'est plus facile de piquer à un apex qu'une veine compliquée ou un artère compliquée. Je pense. C'est pas très compliqué. Ça, je pense que disons, je ne le sais pas. Il faudra que je demande à Carlos, mais nous on reste sur du 5. C'est ce que je fais aussi. Je pense que si on met du 5, si on met un angiosyle 6, je ne pense pas qu'on risque grand-chose. L'inconvénient de l'angiosyle, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur et puis il ne peut pas revenir en arrière. Tandis que c'est le cas que je vais vous montrer avec le PDA, c'est ce que fait Carlos et ce qu'a fait aussi Chet. On contrôle quand même vraiment bien. Puis on voit aussi, comme si vous mettez un système, si vous fermez un canal artériel, il faut du versant AP, que ça s'ouvre un peu. Là, vous êtes sûr que ça tient bien. Si vous n'avez pas ça, larguez pas le système. Ça, avec l'angiosyle, on ne contrôle rien. Voilà, donc, Moi, j'ai un dernier commentaire. C'est vrai que il faut serrer les patients chirurgicaux, les patients, je dirais, procédure percutanée, mais on a quand même le droit d'essayer de passer par la procédure percutanée. On a moins de scrupules à aller faire de la chirurgie quand vous avez échoué. Donc, un peu comme le patient de Bichat que tu as très bien montré. Donc, c'est vrai qu'on a quand même tendance à vous laisser la main en préalable, quel que soit la... Je pense qu'il y a 2 cas de figure. Les feeds vraiment très accessibles, rondes, bien positionnées. On n'anticipe pas de problème sur la valve. Je pense que ça marche vraiment bien. Et puis des cas désespérés. C'est vrai que beaucoup de cas sont désespérés. Puis après, je me rappelle qu'on était à Rouen avec Hélène. On s'était bataillé pendant des heures. On avait un bon résultat, mais la dame était en cachexie. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, elle est morte d'une infection. Donc il faut voir le contexte global. Les choses sont souvent pas comparables. Des questions? Oui, écoute, Alain, Eric, je voulais te remercier pour ton enseignement et ta disponibilité, puisque c'est grâce à toi qu'on a pu développer la technique à Marseille. Et je voulais faire 2 remarques. La première, c'est que, bon, on a eu un certain nombre de patients pour lesquels on a eu pas mal de difficultés pour ponctionner le septum, qui est particulièrement épais, et dans certains cas, on a été obligé de reprendre la ponction parce qu'on n'était pas du tout dans les conditions pour pouvoir cathétériser sélectivement la fuite. Et ça, c'est un élément, maintenant aujourd'hui avec l'écho 3D, peut-être qu'on est plus préparé à ça, mais à l'époque, on ponctionnait le septum, on le ponctionne pour faire des valvuloplasties mitrales, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que je voulais revenir sur ces malades qu'on a vu venir vers nous dans les années, à la fin des années 2010, début des années 2010, qui étaient des cas dépassés et pour lesquels on a réussi difficilement à fermer des fuites, mais qui n'ont rien changé à l'évolution et à l'état hémodynamique des patients. Donc il faut, je crois, reprendre le discours des indications en tenant compte d'un certain nombre de critères, comme on le fait pour le MitraClip, comme on le fait pour les TAVI, en considérant bien qu'il y a des patients qui sont dépassés et pour lesquels la fermeture des fuites paraprothétiques, même si c'est un exercice, j'allais dire, bien élaboré, ne donnera pas grand-chose au point de vue de l'évolution fonctionnelle. Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce que j'ai appris, on était aussi à Strasbourg, on a tout fait pour une patiente de Patrick Coleman, mais Patrick nous a dit, mais on ne peut pas soigner tous les malades, et ça, il faut qu'on le comprenne. Et pour la ponction transseptale, dernier mot, aussi parce que je pense que c'est ouvert d'esprit,
Personnellement, j'aime pas l'aiguille de Saint-Jude. Elle est trop souple. La Medtronic, à mon humble avis, donne plus de push, plus de support. N'oubliez pas que vous pouvez tirer le bistouri de nos collègues, un coup de bistouri, puis ça passe. Hein. C'est plus simple. Oui, j'avais une petite question. C'était que on a dit que même une petite fuite pouvait créer une hémolyse majeure. Donc pour toi, un résultat optimal, c'est l'absence complète de fuite résiduelle. Je sais pas, Alain, tu veux commenter parce que... C'est toujours imprévisible. Ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est qu'au fond, avec des systèmes rigides, hein, comme le VSD, si vous laissez une fuite, si vous avez une mini-fuite, il n'y a pas de souci. Mais dès que vous avez une fuite, on va dire 2, un peu plus que 1 en tout cas, vous risquez d'avoir une hémolyse. Avec des plugs 3, à ma connaissance, on n'a jamais eu d'hémolyse. Hein. C'est un système plus souple, qui se conforme mieux. Donc voilà, on a moins de soucis. Après, c'est vrai que nous aussi, pour l'évolution du patient, on essaie vraiment de, maintenant, comme dans le clip, hein, d'avoir un résultat optimal. Ça veut dire pratiquement pas de fuite.